Hop, nous revoici. Donc, avec Maria Garrido sur ce sujet passionnant de raison d'être, raison d'agir et de meaningful brands. Maria, tu travailles pour Vivendi et Havas depuis 2014. Tu as d'ailleurs plusieurs chapeaux dans le groupe. Tu es tout d'abord Senior Vice President en charge du marketing des marques ou des marques, je ne sais pas comment on dit en français, chez Vivendi, le groupe qui détient Havas. Et tu es aussi Chief Insight Officer du groupe Havas avec une équipe de plus de 300 personnes dans plus de 40 pays, en charge notamment des études consommateurs. Et c'est dans ce cadre-là que tu pilotes cette étude fascinante qui s'appelle Meaningful Brands, qui a été lancée il y a 12 ans, qui porte sur près de 2000 marques, 31 marchés, qui a produit pas mal de chiffres marquants que les gens qui travaillent sur ce sujet utilisent beaucoup, notamment cette histoire qui dit que 77% des marques pourraient tout simplement disparaître sans que quiconque s'en soucie, le chiffre qui fait frémir les marketeurs qui pensent que tout le monde vit avec leur marque. Et le pire, c'est que ce chiffre augmente, sauf erreur de ma part, au fil des études. Les Meaningful Brands, l'étude a été aussi la première à établir le lien entre l'engagement d'une marque ou son positionnement RSE et des indicateurs business plus classiques, intention d'achat, capacité à payer plus cher, etc. Tu vas nous en parler. Donc, je suis vraiment ravie que tu sois avec nous pour la deuxième fois au sein du programme. Oui, cette fois, ce n'est pas évident, mais je suis ravie d'être de retour. On est évident par l'esprit. Exactement. Et juste, comme je disais tout à l'heure, ce que moi j'appelle les marques positives et que toi tu appelles Meaningful Brands, mais en gros on parle de la même chose, sont caractérisées, me semble-t-il, par deux éléments clés. D'une part, la formulation d'une mission, d'un purpose, maintenant en France avec la loi Pacte on dit d'une raison d'être, qui les engage sur le fait d'apporter une contribution positive à la société. Ce mouvement-là qui rejoint les déclarations de BlackRock, le premier fonds d'investissement au monde qui dit maintenant aux entreprises il faut que vous ayez un purpose. Ça rejoint aussi l'émergence de certifications comme B Corp dont on a parlé avec Emmanuel et dont le slogan est « Using business as a force for good ». Ça rejoint évidemment la loi Pacte. Bref, ça rejoint l'évolution du développement durable qui consiste de moins en moins à réduire l'impact négatif des activités et de plus en plus à aller chercher un impact positif. Donc ça, c'est le premier levier qui me paraît important. Et le deuxième, c'est évidemment de ne pas laisser cette raison d'être ou ce purpose suspendu en l'air, mais de le faire descendre dans les pratiques et surtout dans l'offre. D'où l'importance de l'innovation durable à laquelle Noé, finalement, est consacré. Et avec une logique qui est plus seulement celle des gammes vertes pour les bobos, vendus beaucoup plus cher, mais représentant moins de 1% des ventes, mais au contraire, dans une volonté de transformer intégralement l'offre. Les anglo-saxons parlent de choice editing pour désigner cette démarche qui consiste à proposer progressivement les produits responsables à la place des produits conventionnels et pas en complément, et de viser une transformation finalement de 100% de l'offre. Dans ce contexte-là, c'est évidemment hyper intéressant de voir comment évoluent les attentes des consommateurs, comment évolue leur regard sur les marques, et c'est justement ce que fait Meaningful Brands. Alors peut-être, pour commencer cette discussion, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu constates justement sur l'évolution des attentes et des perceptions des consommateurs dans la dernière étude Meaningful Brands qui date de 2019? En fait, on est en train de finaliser, Elisabeth, la vague de 2020 et je vais vous donner quelques petits teasers des informations qu'on est en train d'analyser en ce moment qui sortiront en premier trimestre de l'année prochaine. Mais ce qu'on a vu depuis 12 ans qu'on mène cette étude, à l'origine, c'était une étude pour comprendre en fait l'impact business des actions de développement durable des marques. Mais depuis, ça a évolué. On a créé une étude qui est beaucoup plus holistique et notre objectif, meaningful, veut dire qu'il apporte du sens. Mais cette approche holistique est vraiment de voir trois piliers de bénéfices que les marques apportent. Les premières, c'est très fonctionnel et très rationnel. Est-ce que le produit et le service délivrent par rapport à ce qu'ils nous promettent de délivrer? Après, il y a la partie personnelle. Qu'est-ce que la marque fait pour moi? Chose qui a très fortement augmenté pendant la période de Covid. Et après, on a la partie collective et quelle est la contribution de la marque à la société. Et ce que tu as dit tout à l'heure, ce n'est plus pour les marques bobos seulement, c'est vraiment pour toutes les marques et tous les secteurs. Et la façon dans laquelle ils traduisent cette contribution à la société, les attentes ne sont pas les mêmes selon les pays et selon les différents secteurs. Donc, ce qu'on voit, cette évolution de 77% des marques qui pourraient disparaître demain et les gens, ça ne change rien pour eux. Oui, tout à fait, c'est une augmentation. Je croise les doigts, mais je pense avoir des indicateurs qu'en 2020, ça baisse. Donc, heureusement, ça veut dire que cet activisme des marques, au-delà du purpose, cet activisme des marques qu'on voit dans plusieurs secteurs, commence à avoir un impact sur cet engagement, cette relation meaningful qu'ils ont avec les marques. Je croise les doigts, mais je vois déjà des indicateurs que ça va dans le bon sens.
On voit aussi que la partie fonctionnelle est très, très, très fort en Europe et en Amérique du Nord, mais en Amérique latine, en APAC, les collectifs et les personnels ont un peu plus de poids. C'est vrai que pour l'Europe et les États-Unis notamment et le Canada, si la marque n'est pas fonctionnelle, on peut oublier toute la warm and fuzzy, si tu veux, de la partie collective et personnelle. Il faut d'abord que le produit et le service délivrent par rapport à ses promesses. Mais on voit quand même que la partie bénéfice personnel et la partie bénéfice collectif augmentent en importance depuis quelques années. Donc, on voit déjà une conscience du consommateur vis-à-vis cette contribution, cette participation de la marque à leur vie individuelle et à la vie collective de leur communauté. Est-ce que c'est remonté avec le Covid, ce sujet-là? Alors, curieusement, avec le Covid, ce matin, j'avais un call sur ce sujet et j'ai dit à des gens, peu importe le secteur, je sais que beaucoup de marques, même les marques qui allaient bien, ont paniqué pendant la période de Covid et ils ont mis cash reserves, cash reserves, cash reserves. Mais en fait, quand on voit les attentes des consommateurs au niveau global, peu importe le pays, on voit que rester silent n'était pas une bonne idée. Il fallait d'abord parler de qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos employés et notre entreprise. D'abord, après, il fallait parler, et je reviens à ces bénéfices personnels, qu'est-ce que la marque fait pour moi pendant cette période compliquée? Comment est-ce qu'elle va me donner accès à des produits et des services pendant ce moment challenging? Et après, il y avait la partie collective. Qu'est-ce que la marque fait pour aider cette problématique à laquelle on fait tous face de Covid-19? Et ça peut être, bon, on a vu beaucoup de cas, des marques de luxe qui ont fait des gels antibactériens pour aider les gens, mais ça peut aller au-delà de ça. Des marques, j'ai vu des marques en automobile qui ont des programmes de financement de voitures, qui ont laissé passer une période de grâce pour ne pas payer les prêts des consommateurs. Peu importe l'initiative, les gens voulaient voir ce que les marques faisaient pour faciliter la vie individuelle de chaque consommateur, mais aussi pour aider la société pendant cette période encore plus que d'habitude. Alors, qu'est-ce que tu vois dans l'étude sur le lien justement entre perception consommateur et indicateur business classique? Et est-ce que tu penses que la crise va changer ça? Enfin, ça, c'est mon sujet préféré parce que quand je suis arrivée, je vais essayer d'avancer les slides, quand je suis arrivée sur le groupe, mon objectif était vraiment de comprendre quel était le lien, on va dire, entre la partie business, le return on meaning, on va l'appeler, et la partie meaningfulness. Donc, comme on a dit, si une marque a une bonne performance en termes de livraison de bénéfices fonctionnels, personnels et collectifs, on voit qu'elle a un bon score et que ces indicateurs, ces KPIs typiques de marketing on regarde, comme l'impression générale de la marque, l'intention d'achat, etc., ils ont des meilleurs scores, des meilleures notes significatives par rapport à des marques qui n'ont pas des bons scores. Mais il y a deux choses que je veux juste noter ici sur ce sujet. C'est l'advocacy, que j'ai mis en blanc et pas en rouge. L'advocacy aujourd'hui est de plus en plus important. Avant, notre voisin nous donne un conseil, on n'avait pas une façon de le mesurer. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On voit que les gens qui parlent et qui sont prêts à parler des marques ont de l'influence sur d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle earned media aujourd'hui. Et on voit que quand une marque est meaningful pour quelqu'un, ils sont 76% prêts à parler de cette marque de façon positive sur les réseaux sociaux et sur le réseau de façon générale. Donc ça, c'est très important. Et le fait que les gens sont prêts à payer plus pour une marque qu'ils considèrent meaningful. Donc, ça va au-delà de, on va cocher la case, on fait des choses de développement durable, on aide la société. On voit un impact possible. Et si on regarde l'élasticité de ces indicateurs, on a fait des petits tests depuis quelques années, depuis 5 ans maintenant, pour regarder si on monte le score de Meaningful Brands, qu'est-ce qui se passe avec les KPIs? Et on voit que de façon générale, tout va dans la bonne direction. Mais notamment, l'intention d'achat et le fait que les gens sont prêts à payer plus augmente le plus quand on augmente notre score meaningfulness. Donc, on voit déjà des indicateurs qui sont positifs et qui montrent que ce n'est pas juste du greenwashing, pour le dire comme ça a vraiment un impact. Dernier petit point par rapport au business, on a fait une analyse aussi des premières 30 marques meaningful depuis 10 ans dans notre étude et en faisant cette analyse, on voit quand même le prix de la bourse, le prix de l'action augmente aussi plus que la moyenne du marché à 134%. Donc, on a des indicateurs finance, performance, KPIs marketing qui nous montrent en fait que les marques qui sont meaningful délivrent aussi au niveau résultat business.
Oui, ça, c'est vraiment génial parce que ça permet de convaincre même les réticents finalement, du coup, dans les entreprises. L'idée qu'on a mis dans le titre de cette discussion, c'est que la raison d'être doit aussi être une raison d'agir. Je crois que je sais plus quel Léo Burnett, je crois, qui disait: «We need acts, not ads», Yeah. et que, finalement, le langage d'actes et de preuves est plus important que jamais, notamment peut-être d'ailleurs dans les situations d'urgence auxquelles la crise nous confronte, où on n'a pas très envie de blabla, on a plutôt envie de marques qui agissent et qui s'engagent. Qu'est-ce que dit l'étude Meaningful Brands là-dessus, notamment sur les attentes des consommateurs face à une communication honnête et peut-être face aux attentes des consommateurs sur des actes concrets ou des produits ou une évolution des produits? Alors, quand on a vu l'étude il y a 5 ans, on voyait déjà cette idée de purpose, de raison d'être ressortir. Mais là, depuis 2 ans, je vais dire, ça passe du purpose à activisme, comme tu dis, c'est-à-dire des vraies actions qui vont contribuer à la société et qui vont contribuer individuellement. Alors, les résultats de 2020 commencent aussi à donner des indicateurs curieux. Moi, je pensais certainement que la partie pilier collectif allait énormément exploser. Mais ce qu'on est en train de voir au niveau global, et c'est assez cohérent dans tous les pays, c'est que la partie personnelle est en train d'augmenter. Qu'est-ce que la marque est en train de faire pour moi, pour assurer ma santé, pour assurer que j'aurai accès à ses produits et ses services pendant cette période compliquée. Donc, ce qu'on voit, c'est que les attentes, bien évidemment, sont très élevées. 84% des gens dans les 30 pays qu'on a interviewés nous ont dit qu'ils attendent que les marques vont communiquer de façon honnête. Mais malheureusement, la perception de cette communication est toujours pas très élevé. 38% des consommateurs nous disent que les marques vraiment communiquent de façon honnête sur leurs engagements et leurs promesses vis-à-vis de la société. Donc, on a un énorme écart toujours sur ce sujet. On a aussi un énorme écart par rapport à les attentes de ces bénéfices personnels et la perception de donner et d'apporter ces bénéfices personnels aux consommateurs. Donc, beaucoup de travail à faire toujours. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que tu vois monter dans les attentes aujourd'hui? Je crois notamment, on avait parlé dans la discussion préalable de tout ce qui était sur le local, etc. Est-ce que l'étude nous donne des éléments là-dessus ou sur des secteurs particuliers? Alors, une chose que j'ai dit à une conférence finance l'année dernière, cette attente de bénéfices collectifs n'est pas la même par secteur. C'est très bien de sauver les arbres, mais ce n'est pas l'attente qu'on a pour tous les secteurs de sauver les arbres. Et notamment, je pense à la finance. Tout ce qui est la finance, le retail, le travel and tourism, c'est des secteurs qui ont des attentes très localisées. C'est-à-dire, les gens, ils veulent voir des actes qui bénéficient leur communauté locale. Donc, dans la finance, par exemple, ça peut être des programmes qui font la promotion des entrepreneurs femmes dans le quartier, des programmes de prêts pour les étudiants, des choses comme ça. C'est pas forcément besoin de faire un énorme Big Bang en disant on va plus imprimer du papier et on va sauver des arbres. C'est très bien, mais c'est pas forcément les attentes qu'on a dans ce secteur. Donc, chaque secteur est un petit peu différent, mais notamment ces trois, retail, finance and travel and tourism, ont un côté très localisé dans les attentes de contribution à la société. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages de l'étude que tu voudrais nous partager? Il nous reste 6 minutes, je crois. Oui, en fait, je voulais juste passer à quelques points à la fin. En fait, quand je montre normalement les résultats de cette étude, j'ai toujours des cas. Aujourd'hui, on ne va pas montrer les vidéos, mais j'ai toujours le cas de Danone, curieusement, dans ma presse de Better Health, Better Planet. Ce que je pense qui est important, c'est que il faut, et je l'ai déjà dit dans une conférence avec Coca-Cola, il faut vraiment aligner cette purpose et cet activisme de la marque à l'ADN de la marque. Sinon, ce n'est pas crédible et cette communication honnête où les consommateurs nous attendent n'est pas livrée, on va dire. Donc, ça, c'est très important. Ce qu'on voit aussi, c'est que les pays sont différents. Donc, même si on a une stratégie globale, des fois, il faut quand même l'adapter au niveau local. Les pays ne notent pas les marques de la même façon. Comme j'ai dit, les Européens, les Américains sont beaucoup plus rationnels dans leur approche. Et les pays latins, type Mexique, Argentine, etc., sont plus émotionnels dans leur façon d'aborder. Les secteurs ne sont pas les mêmes non plus, donc l'approche n'est pas, c'est pas one size fits all, que ce soit le food, le consumer electronics. L'automobile est un secteur assez curieux. Il y a quelques années, c'était très fonctionnel. Et depuis 10 ans, on voit un équilibre
s'installer dans l'automobile avec des bénéfices personnels et collectifs qui ont aussi le même poids que la partie fonctionnelle. Donc, c'est important de bien connaître son secteur, de voir les attentes. Et le dernier point que je voulais te dire, je vais sauter mes très jolis cas, Danone, Nike, Johnson & Johnson. Allez regarder sur Internet, ils font des gens géniaux. Autrivine en Inde aussi, super cas sur la pollution, mais je ne vais pas en entrer. C'est ça, en fait, que l'activisme est différent par secteur, que ça prend beaucoup de formes. Je sais que tu es très développement durable, Elisabeth, mais il y a d'autres choses sur lesquelles les marques peuvent se positionner quand c'est crédible par rapport à leur ADN de marque. Ça, c'est très important. C'est pas juste parce que c'est très populaire sur Twitter maintenant qu'il faut surfer cette vague. C'est pas crédible et c'est pas de la communication honnête. Donc, voilà les derniers points que je voulais partager avec vous sur cette étude. J'attends avec impatience les insights de 2020, mais c'est vrai qu'on voit que les marques augmentent en valeur, donc ça, c'est un point positif, que les bénéfices personnels pendant cette période compliquée est très important, de plus important pour les gens, et que les collectifs restent aussi importants qu'avant le Covid. Il y a peut-être on n'avait pas prévu de prendre des questions, mais je vois passer une question de Victoire qui dit mais il y a toujours un énorme écart entre ce que les gens disent et ce qu'ils font vraiment. C'est la question phare pour les gens qui travaillent dans les études conso, évidemment. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que finalement, quand les gens disent « Ah oui, j'achèterai, je dépenserai plus, je suis prêt à recommander la marque à un proche », comment savoir si c'est pas du pipeau, en fait? C'est juste, ça correspond à une bonne image d'eux-mêmes, mais en fait, tout seul devant le linéaire, ils vont agir autrement ou devant leurs voisins. Je pense qu'il y a toujours une goutte de vérité dans ça, mais c'est de moins en moins vrai. Il a 5 ans, je pense que je pourrais dire à 100% que c'est vrai, mais on voit, et peu importe la génération, 77% des consommateurs nous disent qu'ils veulent acheter des marques qui partagent leurs valeurs. Donc, c'est important que les marques se positionnent sur ces valeurs et sur leur contribution à la société. Ouais. Moi, j'ai aussi l'impression que de toute façon, même si effectivement une partie des gens n'arrivent pas à traduire leurs intentions profondes, comme disait Emmanuel, en actes d'achat, le fait que ça soit leur intention profonde, c'est un gisement d'opportunité aussi pour les marques qui leur permettent de faire ça. En fait, ça veut dire qu'au fond, ils ont envie de faire ça et qu'ils sentent que c'est ça qu'il faudrait faire. Ce qui veut dire que les marques qui vont leur permettre de réconcilier l'intention et la pratique seront aussi comment dire, préférées, en fait. Et les générations, Elisabeth, la Gen Z qui vient derrière, bon, ils n'ont pas on va dire, le pouvoir d'achat encore, qui a une génération plus vieille, mais c'est eux, ils sont à 100% à fond sur ces sujets. Oui. Il y a une question aussi de Claire qui dit comment savoir si, quand on va sortir de cette crise, puisqu'on en sortira un jour, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un espèce de, un peu comme les émissions de CO2 avaient baissé après le premier confinement, elles sont remontées très vite. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un rebond d'une consommation plaisir qui ne serait pas très durable ou responsable? Comment tu vois les choses? C'est une bonne question. Alors, avant, je travaillais chez Mondelez et ce qu'on voyait curieusement pendant des crises financières, c'est qu'on vendait plus de chocolat et plus de biscuits. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas aller à un super restaurant ou prendre un énorme voyage. Donc, ils se font quand même des petits plaisirs, heureusement, pour la santé mentale, c'est très bien. Pendant cette période de confinement. Peut-être il y aura un moment un peu dur comme ça, mais ce qu'on voit en termes de déclaratifs, c'est que les gens nous disent, même si on n'a pas beaucoup parlé de l'environnement pendant le Covid-19, c'est que, notamment en Europe, et je suis fière de le dire, notamment en Europe, les consommateurs nous disent, enfin pour la génération, qu'ils vont faire plus attention à leur communauté, plus attention à leurs proches et plus attention à l'environnement. J'espère que ça va tenir et que ce n'est pas juste de déclaratif. Il y avait peut-être une dernière question pour conclure. Je ne sais plus qui, parce que je n'ai plus la question sous le nez, mais demandait si tu pouvais donner quelques exemples des marques les plus meaningful et de pourquoi elles le sont, au fond. Oui, alors curieusement, j'ai toujours, quand je montre des presses par secteur, et des fois j'ai un peu de backlash, notamment dans le consumer electronics, parce que Apple ne sort pas en premier. Et les Américains, ils pètent un câble, ils disent, mais c'est pas possible. J'ai ma tasse de café pour… Oui, voilà. Et Samsung fait un meilleur travail, en fait, par rapport à notre méthodologie, parce qu'en fait, la partie fonctionnelle dans le consumer electronics a une partie de value for money, et il faut le dire, Samsung, c'est moins cher qu'Apple. La partie personnelle est très, très bien, énormément performante pour Apple. Il ne faut pas oublier, tous les projets commencent par iMac, iPhone, me. Donc, ça, c'est très bien. Mais après la partie collective, en tout cas, ils font des choses, mais ce n'est pas bien communiqué et ce n'est pas connu par tous leurs consommateurs. Pourtant, Samsung, on peut facilement, dans une search online,
chez Google, regardez tout ce qu'ils font dans des programmes de communauté pour aider les communautés localement. Donc, Samsung a toujours des meilleures notes jusqu'à là dans notre étude que Apple dans la partie Consumer Electronics, et ça choque les gens un peu. Ok, ben écoute, merci beaucoup Maria, il est 10h50. Je voudrais préciser que je crois qu'il y a pas mal de questions sur est-ce qu'on va avoir les replays, est-ce qu'on aura les slides, etc. Je pense que Valérie vous dira ça de manière très précise vendredi, mais la réponse est oui, voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi des questions sur le classement. Je pense qu'il faut peut-être préciser que comme c'est Havas qui mène cette étude, Havas mène cette étude en la focalisant sur des entreprises qui sont des communicantes qui font de la publicité, ce qui explique aussi qu'il n'y ait pas de toutes petites marques, hein, n'est-ce pas Maria, sous ton contrôle? Non, oui, on a à peu près 2000 marques dans l'étude cette année, on a 1800 l'année dernière. C'est que les marques en fait que les gens connaissent. S'il n'y a pas d'awareness, c'est impossible de pouvoir gérer 30 pays, 350 000 interviews si les marques ne sont pas connues. Mais un autre point important, Elisabeth, c'est que dans certains secteurs, ce n'est pas les marques les plus fortes, les plus grandes, on va dire, en termes de taille et de notoriété, qui sont les plus les premières. Oui, évidemment. Bon, ben ça, c'est plutôt rassurant. Enfin, je ne sais pas si c'est rassurant pour Havas, parce que ça serait mieux si c'était proportionnel aux investissements publicitaires. Merci beaucoup, Maria, en tout cas, pour cet aperçu. Et moi, ce qui me paraît vraiment, vraiment hyper utile dans cette étude au fil des ans, c'est vraiment le lien de plus en plus clairement établi entre l'engagement perçu des marques et des indicateurs business classiques, parce que ça permet de résoudre un peu la quadrature du cercle sur le fait que seuls les marketeurs militants vont engager leur marque là-dessus. Ben non. En fait, les marketeurs intelligents, au fond, ça montre que l'engagement, c'est aussi la nouvelle réponse aux attentes des consommateurs maintenant, avec plein de formes différentes qui sont sur cette slide, et une nouvelle forme de modernité. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ta participation. On a maintenant 10 minutes, ou peut-être c'est ramené à 8 minutes de pause. Je sais que c'est court, mais enfin, normalement, ça vous permet d'aller attraper un café dans la cuisine, d'aller sortir le chien. Je ne sais pas si ça laisse le temps. Voilà. En tout cas, il faut vraiment que vous reveniez dans 10 minutes parce qu'on va vous donner les instructions pour les ateliers. Et si vous les ratez, les coachs pourront toujours vous remettre à bord, mais ça va être un tout petit peu plus compliqué. À tout à l'heure. Merci, au revoir.